Alors, bienvenue à vous pour cette conférence de Michel Collomb, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, pour une conférence appelée Palestine, Ukraine, comment décoder la propagande de guerre. Donc Michel Collomb, il est journaliste, auteur de nombreux livres sur la propagande de guerre et l'impérialisme, dont certains sont en vente juste ici derrière, on en reparlera après, notamment sur le 7 octobre et la guerre en Ukraine, ce sera aussi le sujet de la conférence du soir. Il est également le fondateur de la plateforme Investigation. Une soirée donc pour savoir contrer ici aussi la propagande médiatique, guerrière et impérialiste, et mener donc aussi ici le combat pour cesser les livraisons d'armes, les collaborations académiques et le soutien diplomatique que la Suisse apporte à Israël. Avant de pouvoir commencer la conférence, je vais juste passer la parole à Philippe Scheller pour Investigation, qui a 2-3 communications à faire. Merci. Bonsoir et merci. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Et je voulais juste vous faire une petite information très importante pour Investigation. Nous sommes un petit groupe de soutien à Investigation qui s'est constitué en Suisse depuis quelques années. Et on essaie d'apporter de l'aide. Et toutes les personnes qui sont intéressées à contribuer sont évidemment les bienvenues. Vous pouvez prendre contact tout à l'heure avec moi. Je serai au fond près des livres. Donc le collectif Investigation a été constitué il y a une vingtaine d'années. Il est constitué d'un certain nombre de collaborateurs, de chercheurs et de journalistes qui se sont constitués en test média. Et depuis 20 ans, ça s'est passablement développé avec des nouvelles collaborations. Et malgré les censures, les attaques, les objectifs de peser dans le débat public sont centrales. Et ce qui a été mis en place par Investigation, c'est un média gratuit, avec un YouTube gratuit, avec des prix très démocratiques pour les publications. Et évidemment, les conséquences, c'est une situation financière compliquée. Donc l'argent étant le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf de la guerre contre la guerre. Donc Investigation ne vit que des dons et des soutiens, particulièrement des dons mensuels, et c'est là le point très important, qui permettent de regarder vers l'avenir et de faire des projets et de les pérenniser sur le long terme. Donc contrairement à d'autres médias, il n'y a pas de publicité intrusive, pas de groupe d'intérêt, c'est seulement les contributions, vos contributions pour ceux qui le souhaitent, qui permettent de faire vivre Investigation. Donc dans un monde où l'information est de plus en plus rapide, biaisée, trompeuse, les missions d'investigation, c'est plus important que jamais. Et l'objectif est de fournir une information indépendante, de qualité, vérifiée et libre d'accès. Donc, Investigation croit fermement que chaque citoyen mérite de pouvoir s'informer sans subir d'influence. Et nous lançons donc un appel pressant pour que vous puissiez contribuer au fonctionnement de ce collectif. Les médias mainstream monopolisent le débat, et monopolisent l'information, censure des contenus, ne nous invitent pas. Donc, pour développer des nouveaux projets, nous avons évidemment besoin de la poursuite de ces soutiens financiers. Alors, techniquement, le point important, c'est que si vous vous engagez à fournir et à contribuer financièrement de façon régulière, même des petites sommes de 5 francs à 10 francs, 20 francs, ce qui est possible, la proposition est de vous offrir une réduction de 20% sur tous vos achats de livres. Des livres qui maintenant comptent à peu près 50 titres sur à peu près tous les sujets. Donc si vous investissez dans une information fiable, diversifiée, respectueuse de l'intelligence de ses lecteurs, ça nous serait utile. Pour ceux qui seraient intéressés à contribuer et bénéficier de ces 20% de réduction, je serai à la table du fond tout à l'heure et vous expliquerez comment ça fonctionne. Et voilà, c'était
directement la parole à Michel. Merci Philippe, merci aux camarades de Lausanne qui m'ont fait le plaisir de m'accueillir. J'ai le souvenir que la dernière fois que je suis venu à Lausanne, il y avait eu un peu de chambard, c'est-à-dire que je crois que j'avais été invité dans une salle utilisée par le Parlement local, et puis il y avait eu des pressions de gens qui avaient décidé que c'était épouvantable que je puisse parler à Lausanne et qu'il fallait me la fermer. Et donc, grâce aux organisateurs de l'époque, on avait tenu tête, on avait résisté. Et je me souviens que grâce à cette charmante publicité des lobbies sionistes et autres, on s'était retrouvés pas loin de 500 pour débattre ensemble de la question fondamentale pour laquelle vous êtes venus ce soir, c'est-à-dire comment décoder les médias mensonges, comment les repérer, et surtout, comment les expliquer autour de soi. Parce que le savoir entre nous, ça fait plaisir, mais ça ne sert à rien. La chose importante, c'est, sommes-nous capables de démontrer simplement, concrètement, qu'à chaque guerre, on nous ment et que les médias mensonges, ça tue. Les États-Unis, dont on nous dit dans les couloirs qu'il ne faut pas trop les accuser, que de temps en temps, ils font des choses bien. Les États-Unis ont lancé, il y a plus de 20 ans, une guerre dite contre le terrorisme qui a fait 6 millions de victimes civiles. On a publié dans le livre La gauche et la guerre le décompte. Irak, Yémen, Libye, Moyen-Orient, Afghanistan, 6 millions de victimes civiles. Et donc, face à ça, on a souvent un sentiment d'impuissance. J'entends ça souvent, ils sont trop forts. Il y a toute une industrie du mensonge, il y a de l'argent, il y a des experts. On ne peut pas débattre à la télé. Certains rêvent même d'interdire les débats privés. Et donc, oui, il y a des découragements, on ne doit pas se le cacher. Et donc, c'est ça qu'on a voulu, ce problème-là qu'on a voulu affronter avec le livre Ukraine, la guerre des images, dont on va présenter quelques extraits, 50 exemples de désinformation, et le livre 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, parce que ceux qui me connaissent, et j'avais l'émotion, en attendant ici dans la cafétéria voisine, de voir un vieil ami qui avait acheté Attention Média et ne l'avait pas encore dédicacé. Et donc c'est le tout premier bouquin sur la toute première guerre du Golfe, les fameuses couveuses. Déjà les armes de destruction massive, pas sous ce nom-là, mais quand même. Et donc je suis allé en Irak après ça. J'ai vu la destruction, la désolation du pays. J'ai vu, à cause des armes à uranium appauvri et du blocus qui empêchait les produits médicaux et chirurgicaux d'arriver, j'ai vu des bébés qui étaient nés comme des monstres, avec un œil au milieu du front, avec pas de mains, des oreilles épouvantables. Et ces meurtres qu'on vit encore maintenant quotidiennement, ils sont uniquement possibles grâce à la désinformation, qui n'est pas un accident, qui n'est pas des erreurs, qui n'est pas le fait de quelques-uns, qui est une machine et un système. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'il faut absolument travailler ça. On va prendre quelques exemples rapides sur l'Ukraine, et puis on passera à la Palestine. Je pense que pour analyser l'information, un point de repère important, c'est de toujours se souvenir
que chaque guerre est accompagnée d'une guerre de la propagande et que les 5 principes de la propagande de guerre sont occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser l'adversaire, se présenter comme victime, c'est-à-dire inverser l'agresseur et l'agressé, et monopoliser, empêcher le débat. On a eu cela très visible dans les proclamations de nos dirigeants européens sur la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous entendez bien le son. Je résume. Ursula von der Leyen et Charles Michel aussi, dans une autre intervention, ceci est une version raccourcie de la présentation, dit que voilà, c'est une guerre sur nos intérêts, mais surtout sur nos valeurs. Que la guerre en Ukraine, c'est une guerre pour la liberté et la démocratie. Et ça a été le leitmotiv de tous nos dirigeants. En fait, quand on se pose la question des valeurs démocratiques, il suffit de regarder certaines images largement diffusées et ensuite de voir ce qu'il y avait derrière. John McCain, qui était très souvent l'envoyé spécial des États-Unis dans les situations de guerre ou les situations où il fallait déclencher une guerre, est ici sur la place Maïdan, en train de saluer les manifestants, et la presse le présente comme le champion de la communauté des droits de l'homme, sauf que, si vous regardez bien le bonhomme à sa gauche, c'est Tiani Bok. Le même Tiani Bok, effectuant un salut nazi au meeting de son parti Svoboda, qui s'appelait avant le Parti social national d'Ukraine, classé dans le top 10 des pires antisémites par le centre Wiesenthal, pour son combat, je cite, contre la mafia judéo-moscovite et ses appels à purger 400 000 juifs en Ukraine. Tiani Bok, on le retrouve aussi dans la photo du bas à côté de Victoria Nuland, qui a été l'envoyé spécial des États-Unis pour organiser le coup d'État du Maïdan et pour aider à mettre en place un nouveau gouvernement soumis aux États-Unis. Et on retrouve Tiani Bok avec Joe Biden, alors vice-président, et qui était très très régulièrement à Kiev pour donner les instructions, pour organiser la recolonisation de l'Ukraine et aussi pour, à travers son fils, faire un peu de business. Et donc, quand Ursula von der Leyen et Charles Michel nous disaient l'Ukraine nouvelle, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, on aurait voulu les encourager à faire une visite guidée en Ukraine où, photo, 60 villes ont des monuments, musées, parcs, rues et même une école à la gloire de Stepan Bandera. Stepan Bandera, c'était le Hitler ukrainien. Voilà. Comme je vous le disais, il faut débattre. Ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des critiques, des objections et des discussions. Et j'espère qu'il y en aura dans la discussion tout à l'heure. Je ne trouve pas ça un problème ou un inconvénient, je trouve ça une richesse. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des critiques, des objections et des débats. Je le souhaite. Je pense qu'on en a besoin. Ça serait étonnant qu'on ait dans cette salle tous le même avis sur tous les terrains de guerre de formes différentes. Et donc, c'est pas un inconvénient. Et je pense, outre le fait que mon médecin me déconseille des tartes à la crème, je pense que débattre est vraiment... C'est comme en science. Vous n'imaginez pas qu'il y a un savant qui dit « moi je sais tout » et les autres rien. Donc comment ça se passe en science? Il y a quelqu'un qui avance une thèse, qui fait une expérience, qui donne une explication d'un phénomène, et puis il y en a un autre qui soit confirme, soit vient avec une autre explication,
Et le progrès de la science depuis des siècles, il vient de là. Et donc je pense qu'en démocratie, le progrès aussi doit venir de la discussion et du libre débat. Et on va en dire 2 minutes, quand même, parce que, et s'il reste quelqu'un dans cette salle, plutôt qu'une tarte à la crème, s'il vous plaît, discutons sérieusement pour voir un peu les arguments de ce papier qui a été donné là. On me reproche, par exemple, d'avoir participé au colloque Axis for Peace en novembre 2005. Ça, c'est un reproche qui a été lancé par des sionistes au départ, Caroline Fourest, et puis Rudi Reichstadt, et puis Ornella Guillet. Et donc on me reprochait d'avoir, en 2005, posé sur une photo à côté de Dieudonné et de lui avoir serré la main. Bien. Je pense qu'à l'époque, c'est un acteur comique célèbre, la moitié de la France lui avait serré la main, mais moi, je ne pouvais pas. Et si je lui serrais la main, ça voulait dire que j'étais d'accord non seulement avec tout ce qu'il avait fait, mais surtout avec tout ce qu'il allait faire après. Ces gens-là, vous voyez le procédé d'amalgame, ces gens-là n'arrêtent pas de montrer cette photo en disant que pour ça, je dois aller en enfer. Ils oublient soigneusement de dire que en 2015, j'ai publié ce livre, Pourquoi Soral séduit, qui analyse en long et en large les théories de Soral, c'est-à-dire le théoricien de Dieudonné, le gourou de Dieudonné, et je montre dans ce livre que c'est quelqu'un d'extrême droite, un fasciste, le mot est lancé, qui drague beaucoup, il avait énormément de succès dans la période 2011-2015, et qui drague les jeunes musulmans en France et ailleurs, et qui les amène en fait vers l'extrême droite. Dans son livre de 2011, il y a carrément des éloges à peine camouflés de Hitler et des SS, comme quoi c'est des grands combattants contre la banquerie, contre les juifs, contre la banque, les juifs, etc. Donc j'ai fait un livre de 500 pages. Ces gens-là sont incapables de trouver une phrase qui serait punissable dans ce livre, et ils refusent d'en parler. Et on continue à me faire passer pour un bonhomme d'extrême droite. Bien. On revient sur ce qui les dérangeait, c'est que Stepan Bandera, c'est pas un petit marginal pour quelques nostalgiques. Comme je le disais, il y a aujourd'hui encore 60 villes où il y a des monuments en son honneur. Or, Stepan Bandera, c'est le chef des Ustashi croates, ukrainiens, pardon, en Croatie, il y en a aussi, qui ont aidé Hitler, et là, la photo montre le Babi-Yar en Ukraine, 100 000 personnes exécutées par ces fascistes ukrainiens et les nazis, juifs, polonais, tziganes, opposants, malades mentaux, prisonniers de guerre, etc. Donc, ce n'est pas des marginaux, et d'ailleurs, il y a des timbres à l'effigie de Stepan Bandera. C'est comme si on avait en France des timbres à l'effigie de Pétain, en Belgique à l'effigie de Grelle, en Allemagne à l'effigie d'Hitler. C'est exactement ça qui se passe. L'adjoint Stechko en bas de Bandera est reçu par George Bush le père, qui était alors vice-président des États-Unis, et ils ont fait venir toute une série, comme ils ont fait venir des nazis qu'ils ont récupérés, Gelen, von Braun, etc., ils ont récupéré des nazis ukrainiens, et donc ces gens-là ont encore une énorme influence, ce n'est pas des marginaux. Et à Maïdan, en 2014, on a eu les charmantes milices que vous voyez là en haut, qui ont saccagé le siège du Parti communiste, brûlé des livres de Marx, des portraits de Lénine, et on a eu, le 2 mai 2014, la photo avec l'incendie, des hordes fascistes de Pravi Sector qui ont assassiné une cinquantaine de manifestants anti-Maïdan à Odessa. Alors, c'est intéressant parce que dans le tract que vous venez de voir, on me dit que je devrais entendre les syndicalistes de la société ukrainienne. Le seul problème, c'est que vos amis les ont brûlés dans la maison des syndicats à Odessa. Donc ça, vous oubliez soigneusement de rappeler. Maintenant, évidemment, il y a quelques syndicalistes qui sont avec le régime et qui sont avec les oligarques, mais la réalité, c'est que dès qu'il y a eu le coup d'État à Maïdan,
on a eu des gens de Pravi Sector et Svoboda qui ont attaqué la Gay Pride, on a eu la destruction d'un camp Rom, et on a eu un premier homme assassiné. Ça n'a pas empêché Bernard-Henri Lévy de faire un très beau discours relayé par la télé française où il disait « Je n'ai pas vu de néo-nazis à Maïdan. Ici, Kiev, c'est la liberté, c'est l'Europe et l'Ukraine peut nous donner des leçons à nous, l'Europe. » Bien. Sauf que Bernard-Henri Lévy devrait passer chez son opticien parce que, regardez bien, les drapeaux qui sont là au fond, ce sont des drapeaux nazis, au moment où il parle. Regardez encore bien avec précision les petits bandeaux qui se trouvent sur le support du micro où il parle, c'est aussi, rouge et noir, des symboles d'un groupe fasciste ukrainien. Donc, il ne les a pas vus. S'il avait un doute, il lui suffisait de lire dans la presse des États-Unis, vous voyez que j'ai des bonnes sources, Newsweek, qui dit « Les volontaires nationalistes ukrainiens commettent des crimes comme Daesh ou ISIS. » Et Foreign Policy, une revue très mainstream et officielle qui débat sur la politique internationale, parle, je cite, des défenseurs fascistes de la liberté qui se préparent à la guerre en Ukraine. Les défenseurs fascistes de la liberté. Presse des États-Unis, 2014-2015, copieusement niée par les gens là, dans le couloir. Et donc, quand Charles Michel, dans une vidéo qui est reproduite en long et en large dans le livre, dit « Le reproche fait par Poutine, c'est la place Maïdan, les valeurs que nous incarnons, la démocratie, l'état de droit. » Bien. Comme je n'ai que des bonnes sources qui viennent du camp d'en face, écoutons un des stratèges les plus influents des États-Unis, George Friedman. Il dirige l'agence de renseignement Stratfor Global Intelligence, plus influente aux États-Unis, et il conseille le gouvernement US, les entreprises, les grandes institutions. En 2015, il donne une interview et Friedman dit, voilà, pour la Russie, l'Euromaïdan, c'est un coup d'État organisé par les USA. Et en vérité, dit-il, oui, ce fut le coup d'État le plus flagrant dans l'histoire. Il dit donc, oui, nous, États-Unis, avons organisé un coup d'État en Ukraine en 2014. Et donc, il explique le contexte. Et il dit, les Russes nous embêtaient en Syrie, ils étaient intervenus, nous embêtaient avec des forces pour changer le régime. Et donc, les Russes sont intervenus, ils nous embêtaient. Et il dit, les États-Unis ont observé la Russie et ils en ont conclu qu'ils pouvaient au moins prendre 7 mesures de riposte, l'instabilité en Ukraine. Vous avez bien entendu, l'instabilité en Ukraine. Ça veut dire, et la citation est dans ce petit bouquin que j'ai fait, USA, les 100 pires citations, j'en avais marre d'être traité par ces zigotos, mais aussi par les BHL, Caroline Fourès et les gens comme ça, Philippe Val, Charlie, etc. J'en avais marre d'être traité de complotiste chaque fois que je critiquais la politique des États-Unis. Donc j'ai décidé de faire un bouquin dans lequel je donne la parole uniquement aux présidents et aux stratèges des États-Unis qui disent leurs crimes. Et donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils répandent des ragots et qu'ils refusent de discuter, parce que les États-Unis eux-mêmes ont dit, bien sûr pas à la télé pour l'ensemble du peuple, mais ce sont toutes des citations entièrement prouvées, jamais niées, ils ont dit eux-mêmes les crimes qu'ils ont faits. Et là, vous avez Friedman qui dit, voilà, nous avons organisé l'instabilité en Ukraine. Quand vous voyez les conséquences aujourd'hui, et qu'à Washington, on a décidé, on va foutre le bordel, pour parler plus franchement, en Ukraine, ça montre la politique criminelle. Et donc, voilà, je suis accusé de faire une attaque complaisante et bon marché des guerres menées par les États-Unis. Je réponds que ça, c'est vraiment pactisé avec le militarisme aux États-Unis qui met la planète et à feu et à sang et qui nous rapproche d'une troisième guerre mondiale. Et donc, évidemment, on doit se poser beaucoup de questions sur comment ça se fait que des groupes ultra-gauches racontent exactement la même chose que les États-Unis et que l'extrême droite. Il y a un très très bon livre là-dessus.
Je ne sais pas s'il existe encore en français ou s'il est épuisé, mais en tout cas, il faudrait le rééditer, de Francis Stone Saunders. Ça s'appelle en anglais Who Pays the Piper? Choose the Music. Celui qui paye le flûtiste, ben, il choisit le morceau qu'on va jouer. Et elle raconte, avec beaucoup de documents et de preuves incontestables, comment, dans la guerre froide, années 45, 50, 60, la CIA et le FBI ont infiltré des mouvements de gauche, soit pour foutre le bordel et les désorganiser, soit pour les utiliser pour semer la division dans les rangs de la gauche. Il faut se poser la question, comment ça se fait que dans le temps, nous avions un mouvement anti-guerre dans lequel on pouvait avoir des idées différentes sur ce qui se passait en URSS, ici ou là, mais dans lequel on était unis et on marchait ensemble contre les guerres d'Hitler, contre les guerres des États-Unis, je pense à la Corée, je pense au Vietnam. Et donc, ils ne sont pas idiots en face. Hein. Et ils ont bien vu que le mouvement pour la paix leur a causé un énorme problème et a beaucoup contribué à leur faire perdre la guerre contre le Vietnam. Donc ils ont tiré la leçon. Plutôt que d'avoir des manifestants dans les rues, les Beatles qui chantent Give Peace a Chance, etc., on va, de l'intérieur, saboter le mouvement anti-guerre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors il peut y avoir là-dedans des gens qui sont de bonne foi et qui sont manipulés, et je suis toujours prêt à discuter, toujours, mais il n'y a pas que des manipulés, il y a aussi des manipulateurs, il y a aussi des choses pour lesquelles il y a des dollars. Le livre de Stone Saunders raconte comment les valises de dollars étaient acheminées au départ tout simplement par la CIA qui arrosait des politiciens, des syndicalistes, des professeurs d'UNI, des journalistes aussi, dans différents pays. Puis ça a été démasqué par un étudiant aux États-Unis et donc on a choisi le National Endowment for Democracy pour faire la même chose, plus visible mais avec une décoration. Et puis maintenant on a choisi George Soros qui fait aussi la même chose. Donc je suis très intéressé d'avoir le financement de tous ces bazars-là. Bien. Azov, c'est pas moi qui ai inventé que ce sont des nazis qui sont à la manœuvre en Ukraine. En 2016, le journaliste et réalisateur Paul Moreira, vice-président de Reporters sans frontières, sort un documentaire sur Canal+, intitulé « Ukraine, les masques de la révolution ». Et il dit, c'est un choc de découvrir qu'au cœur de l'Europe, des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des corps francs lourdement armés. Vous les voyez là-bas. Vous voyez en bas, et ils sont évidemment en gros plan dans le livre, tous les sigles des SS qui ont été légèrement retravaillés et qui restent encore les sigles de Azov maintenant. Il y a, et je vais en parler dans une petite vidéo dans 2-3 jours, il y a une télé LCI par exemple, qui a publié une image où on voit un soldat ukrainien qui fait une intervention en territoire russe près de Belgorod. Et les présentateurs qui sont là entre eux sont en train de dire est-ce qu'on ne voit pas des sigles SS sur le casque de ce soldat? Et donc c'est le sigle que vous avez là, à gauche, et effectivement on le voit sur ce casque. Et ils parlent entre eux, c'est hallucinant, et ils disent mais ça ne va pas, on ne peut pas montrer, dites-lui d'enlever son casque. Okay, plutôt que de poser la question de la réalité, il y a vraiment des fachos là-bas, non, il doit enlever son casque. Et bon, évidemment, il n'enlève pas son casque, ça reste jusqu'au bout. Et après, il y a un journaliste qui dit c'est embêtant parce que nous vérifions toutes les images. Ça veut dire que d'habitude, quand il y a un casque de nazi, on l'enlève et vous ne le verrez jamais. Et l'experte dans la séquence dit à la fin voilà comment on sabote une opération de com. Ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte sur la guerre depuis longtemps, pour ces journalistes, c'est une opération de com, et que ça consiste à cacher tout ce qui est gênant. Voilà. Nous avons montré tout ce qui est gênant ici, et je ne suis pas ici pour défendre que Poutine a très bien fait dans ce qu'il a fait. Je ne le pense pas. Je suis ici pour rappeler le contexte dans lequel ça s'est passé et les événements qui ont amené à ça. Dans le livre, vous avez des citations de gens, j'aimerais bien savoir d'ailleurs s'ils vont aller distribuer un papier au Vatican, parce que dans le livre, je cite le pape François. Et le pape François, il a publié une interview dans le Corriere della Sera en Italie, et dans son interview, il dit, voilà,
je m'interroge. Ce que Poutine a fait en Ukraine, c'est pas bien, mais je m'interroge sur est-ce que l'OTAN, en aboyant aux portes de Moscou, n'a-t-il pas une part de responsabilité et n'a-t-il pas provoqué cette mauvaise réaction? Donc voilà, s'il vous plaît, allez porter votre acte et votre tarte à la crème au pape François. D'autre part, il y a une autre source intéressante, c'est Henry Kissinger. Henry Kissinger a fait des déclarations qui sont aussi dans le bouquin, où il dit, mais l'intérêt de l'Ukraine, ce n'est pas d'être avec l'Occident contre la Russie. L'Ukraine, quand vous voyez sa position géographique, son intérêt, c'est d'être un trait d'union entre les deux, de faire du business avec les deux, et d'être un pont plutôt qu'un mur. Kissinger. Et il a déclaré, Kiev devrait faire des concessions, devrait reconnaître que certains territoires sont russes, il ne faudrait pas avoir l'Ukraine dans l'OTAN, et il faut trouver une solution pacifique. Voilà. La seule fois peut-être dans ma vie où je me suis trouvé d'accord avec Kissinger, mais il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir au lieu d'aligner des slogans stupides. À Maïdan, on a eu des morts et on a eu à Maïdan, il y avait au départ un mouvement populaire légitime contre la corruption du président en place. Tous les présidents et tous les oligarques ukrainiens, depuis la chute du mur, ont été corrompus, mais les autres, c'était 1 ou 2%, et celui-là, c'était carrément monsieur 10% sur les contrats, donc les manifestations étaient tout à fait légitimes. Sauf qu'elles ont été récupérées par des groupements fascistes qui ont voulu provoquer des affrontements avec le pouvoir, et vous vous souvenez qu'il y a eu des morts sur la place Maïdan. Et donc, ce que nous faisons, ce n'est pas nier des crimes de guerre d'office et justifier les présidents ou les dictateurs. Le président Yanukovych en Ukraine, c'était un oligarque corrompu, mais il avait simplement réfléchi que l'intérêt de son pays n'était pas d'être entièrement avec l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez ce qui arrive aux pays qui sont entièrement avec l'Europe en termes de misère, de chômage, d'immigration, et donc il préférait garder une certaine autonomie. Voilà. Mais ça, c'était déjà trop. Et donc, on a dit chez nous, voilà, tous ces manifestants, ils sont tués par le président, et c'est pour ça qu'il doit partir. Et effectivement, on l'a menacé et il est parti. Cette histoire des coups de feu sur Maïdan méritait une enquête, que ces gens refusent, et nous l'avons faite. On s'est basé, il y a tout un chapitre qui est consacré à Maïdan, parce que c'est un événement historique, et il y a notamment la captation d'une conversation secrète entre Catherine Ashton, qui était la représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères, prédécesseur de Borrell, et Urmas Paet, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères d'Estonie. Et donc, la conversation, ils ne savent évidemment pas qu'on est en train de les enregistrer, et Paet dit, voilà, j'ai vu la médecin légiste qui fait les autopsies sur les cadavres des gens tués à Maïdan, et elle me dit que les éléments de preuve montrent que les gens ont été tués par les mêmes snipers. C'est-à-dire que les snipers situés au 7e et au 8e étage de l'hôtel ukrainien sur la place ont tiré et sur les manifestants et sur les policiers qu'on a accusés d'avoir tué les manifestants. Et vous avez en bas d'ailleurs, et ça c'est sur une autre chaîne complotiste, à savoir la très officielle télévision ARD en Allemagne, vous avez quelqu'un des services de police anti-émeute qui dit, tout d'un coup, on nous tire depuis le 7e étage, on ne sait pas ce qui vient. Et effectivement, Paet dit à Ashton, derrière les snipers, ce n'était pas Yanukovych, mais quelqu'un de la nouvelle coalition, c'est-à-dire de notre gouvernement que nous sommes en train d'installer avec ce coup d'État à Kiev. Et donc, Ashton, elle est étonnée, évidemment, elle est surprise, et Paet est en train de lui dire c'est très dangereux, si ça commence à circuler sur Internet et tout ça, c'est très grave, notre gouvernement va être discrédité. Et alors, c'est pas à l'écran mais c'est dans le bouquin, Ashton lui dit, vous savez, être médecin, c'est très bien, mais
ça veut dire que ces gens ne sont pas des responsables politiques. Et nous devons faire en sorte que ce gouvernement qui est là va continuer et va remplir sa mission. Donc, ça veut dire que Ashton est en train de dire à ce ministre qui a des scrupules de conscience, on s'en fout que c'est notre gouvernement qui a tué les gens dans un coup monté sur Maïdan, on ne va pas le dire, on va le cacher, et il faut que ce gouvernement reste, et l'autre obéit. Et ce coup-là, il a déjà été fait, pour ceux qui observent l'histoire internationale, ce n'était pas une première. On m'a parlé de la Lettonie, mais je n'ai pas étudié ce cas, mais il a été fait tout simplement à Caracas, 2002, coup d'État contre Chavez, rappelez-vous. Chavez est immensément populaire, sauf aux États-Unis parce qu'il vient de dire le pétrole, ça nous appartient, et au lieu d'enrichir Exxon et Rockefeller, ça va servir à donner des soins de santé, l'éducation et des jobs à mon peuple, dont cet homme doit être renversé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une grande manifestation de l'opposition qui s'avance vers le palais présidentiel. Il y a des contre-manifestants qui sont au palais présidentiel. Et on nous a dit, voilà, Chavez a fait tirer sur la foule, il y a des morts, et donc il faut le renverser. Et les militaires le renversent. Heureusement, le peuple, et surtout les femmes du peuple, vont encercler le palais présidentiel. Après 2 jours, vont chasser Chavez et obtenir, chasser les putschistes et obtenir le retour de Chavez. Et donc, les snipers, on ne les a plus jamais vus. Évidemment, ils ont été poursuivis, mais ils sont retrouvés à Miami, par hasard. Et donc, c'est le même coup. Et en fait, il y a une enquête qui a été faite par Boris Lemoine, moi je suis allé sur place aussi, on nous disait, voilà, peut-être qu'ils ont tiré entre eux, etc. Non, c'est faux. Les défenseurs de Chavez, ils sont avec des revolvers, et les manifestants, ils sont à 1,5 km, donc vous tuez personne à 1,5 km avec un revolver, mais avec des fusils de précision, là oui. Et donc c'est une cabale, et c'est la même chose. Ce qui est important dans le dossier Ukraine, c'est la question des intérêts. Parce que c'est la question que ces gens et que les médias mainstream, et que l'OTAN bien sûr, refusent de poser. Toute guerre est faite pour le fric, pour des intérêts, et tant qu'on ne sait pas quels sont ces intérêts, on ne comprend pas cette guerre. Et on est entraîné sur des aspects secondaires. Les intérêts, ils sont simples. Zbigniew Brzezinski, vous voyez que j'ai que des bonnes sources ce soir, a écrit un livre dégoûtant que je vous recommande fortement, Le Grand Échiquier, où il expliquait en 96, 97, qu'il fallait absolument contrôler l'Ukraine et que les États-Unis devaient dominer l'Europe, dominer l'Eurasie, et pour ça, ils devaient construire un axe, Paris, Berlin, Varsovie, Kiev, France, Allemagne, Pologne, Ukraine. Et donc, à cette époque-là, il contrôlait déjà les 3 premiers, mais pas l'Ukraine. Et il anticipe et il dit, voilà, ça doit se passer vers 2005-2010. Tiens, en 2004, on a une révolution colorée orange qui échoue à Kiev, et 10 ans plus tard, on a la même chose, mais avec des nazis, et ça gagne. Et donc, il dit, l'OTAN, c'est l'arme essentielle pour que les États-Unis dominent et contrôlent l'Europe. Et il le dit dans son livre, il est d'une brutalité extraordinaire, il appelle les Européens des vassaux, il explique qu'il faut les diviser, il faut faire en sorte que l'Allemagne et la France n'entendent pas, et il faut utiliser l'Ukraine pour ça. Cette mentalité-là, ce n'est pas Brzezinski, stratège isolé, c'est général. Et donc, je vous ai parlé de Victoria Nuland, qui était l'envoyé spécial des démocrates des États-Unis en Ukraine. Une autre conversation secrète avec l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Et là, ils sont en train de discuter qui ils vont mettre comme Premier ministre et au gouvernement. C'est rigolo parce qu'Obama, il vient de faire des discours, le peuple d'Ukraine a le droit de décider sur ça, j'échappais à la méchance aussi, etc. Et là, Nuland est en train de lui dire, celui-là, il ne peut pas être Premier ministre, mais on va mettre celui-là parce qu'il est bien. Tiens, comme par hasard, il vient des États-Unis, c'est en fait un citoyen des États-Unis qui va être Premier ministre. Et les autres, ils leur donnent tout leur rôle. Et donc, il y a l'ambassadeur Payat qui dit, bon, les Européens ne vont pas être très contents que nous, on soutienne des nazis, c'est pas très bien pour l'image, etc. Et la réponse de Victoria Nuland, vous la connaissez dans toute sa distinction et sa noblesse, fuck de EU. On ne va pas traduire. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit que quand ils parlent entre eux, les Européens ne sont pas des amis, ne sont pas des alliés, ce sont des ennemis.
Et donc, je montrais beaucoup dans le livre que la guerre provoquée par les États-Unis était une guerre aussi contre l'Allemagne et contre l'Europe. Il y a d'ailleurs le même George Friedman qui a expliqué dans une conférence à Chicago: nous voulons tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Europe. Nous voulons empêcher l'Allemagne d'exporter parce que son point faible, elle a une grosse industrie, mais elle ne sait pas où exporter, donc nous voulons bloquer ses marchés. Il le dit clairement. Et il dit l'OTAN et l'Ukraine, c'est indispensable pour briser l'alliance entre la Russie et l'Allemagne. 2015, ok, 7 ans avant l'intervention. Un autre think tank, la Rand Corporation, il y a 1500 personnes, je pense, qui travaillent là. Ils élaborent des scénarios, des options, des analyses de tous les foyers dans le monde. Et ils ont fait un rapport qui s'appelait carrément Destabilizing Russia. Et ils ont fait, bien avant les événements d'Ukraine, ils ont passé en revue pour les décideurs tout ce qui pouvait affaiblir et emmerder la Russie. Et donc, il y avait des mesures économiques, il y avait des mesures médiatiques et psychologiques. Je vois que vous faites des photos, tout est dans le bouquin. Et il y a des autres tableaux très très intéressants de cette Rand Corporation. Et donc ils ont passé en revue toutes les mesures qui pouvaient affaiblir la Russie et la provoquer. Et il y a dedans, c'est intéressant quand on voit l'actualité, il y a tout en bas la Transnistrie. Personne n'en parlait. Mais si on regarde ce que les États-Unis en disaient il y a quelques années, on sait pourquoi maintenant il y a des problèmes là et pourquoi il va y en avoir. Pourquoi c'est peut-être un prochain foyer. L'influence en Asie centrale, le Sud-Caucase, la Biélorussie qui est évidemment une cible, soutenir les rebelles syriens, vous avez bien vu, soutenir Daesh. Ça, c'est un bon truc pour emmerder la Russie. Mais le numéro 1, le favori de la Rand Corporation, c'est fournir une aide en armes de guerre, en armes mortelles, à l'Ukraine. Et donc, vous voyez des belles couleurs parce qu'ils examinent est-ce que ça a une chance de marcher ou non. Les points précédents que je viens de dire, ils estiment les chances assez basses. L'Ukraine, là, oui, c'est mieux. Quels sont les bénéfices pour nous? Les plus élevés, c'est en Ukraine et en Biélorussie. Et quels sont les risques? L'Ukraine, c'est des risques très élevés, la Syrie aussi. Donc vous avez là une Rand Corporation qui conseille les décideurs des États-Unis: faites une guerre là-bas, soutenez Daesh, soutenez les nazis là-bas, ça va beaucoup affaiblir la Russie. Donc voilà le genre de choses dont il faudrait discuter. Le genre de choses qu'il faut mesurer que c'est une politique vraiment criminelle. Et donc, la guerre en Ukraine, la question qui se pose maintenant depuis 2 ans et plus, c'est: pouvait-on empêcher cette guerre? Pouvait-on l'arrêter? Et la réponse est oui. Dans le livre, nous donnons la parole à Bennett, Premier ministre avant Netanyahou, qui explique le 5 mars 22, dont on est à peine 9 jours, 10 jours après le déclenchement de l'opération russe. 10 jours après, Bennett dit: voilà, j'ai fait une médiation, j'ai discuté avec Poutine, j'ai discuté avec Zelensky, et ils étaient d'accord. J'avais un accord. Moscou n'exigeait plus le désarmement de l'Ukraine et le départ de Zelensky. Zelensky ne demandait plus l'adhésion à l'OTAN. Et tous les deux avaient fait des concessions et ça pouvait s'arrêter tout de suite. Il y avait encore très peu de morts. Et pourquoi ça n'est pas arrivé? C'est Bennett qui le dit. Boris Johnson, Grande-Bretagne, a dit pas question. Macron et Scholz étaient hésitants et Biden aussi. Et dans d'autres documents, on voit que le 9 avril, quand Zelensky, après Boucha, a continué à discuter avec Poutine, et ils avaient de nouveau un accord. D'ailleurs, les Turcs aussi ont dit que fin mars, ils avaient un accord. Il y a plusieurs sources qui le confirment. Et on voit que Boris Johnson est allé tardard à Zelensky. Il a d'abord téléphoné le 2, puis le 9 avril, il est allé et lui a dit: si tu négocies, on te lâche complètement. Alors, quelle est la source? Zelensky. C'est la présidence qui l'a dit à un journal très officiel de l'Ukraine. Donc, cette guerre-là, elle pouvait s'arrêter. Qui a décidé qu'elle devait continuer? Les États-Unis et la Grande-Bretagne, lâchement suivis par la France et l'Allemagne. Ça veut dire que
selon les estimations, il y a maintenant probablement 500 000 hommes ukrainiens qui sont morts. Et c'est une tragédie, ça doit être dit clair, on a détruit un pays, on a fait souffrir un peuple, c'est une tragédie. Et on pouvait l'arrêter, et on a le devoir d'analyser, de réfléchir, de discuter, au lieu d'essayer de fermer la gueule, on a le devoir de réfléchir comment c'est arrivé. Alors, on a toute une série de témoins, et on a une déclaration de François Hollande qui s'est fait piéger par un comique russe, et il croit discuter avec Porochenko, qu'il a rencontré, il parle en français, et François Hollande, le comique se faisant passer pour Porochenko, dit « Est-ce qu'on doit vraiment se battre jusqu'au dernier Ukrainien, etc. » Et Hollande dit « Oui, il ne faut pas négocier, vous devez vous battre jusqu'au dernier. » Donc, on a des criminels au pouvoir, et au lieu de tourner leur coup contre ces gens-là, on accuse ceux qui dénoncent les crimes. On a ici le porte-parole des Affaires étrangères qui dit lui aussi qu'il n'est pas question de négocier, qu'il faut continuer la guerre. Ici, voilà, c'est la photo de Johnson qui vient donner ses ordres à Zelensky. Pour cacher les intérêts économiques et l'histoire, on utilise les procédés de diabolisation. Ici, on a dans le métro, le grand tout-boîte européen, sur leur site d'abord, on a une image très émouvante d'un papa qui dit adieu à sa fille. Et en fait, le commentaire de Métro nous dit, voilà, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, le 24, les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers, des scènes déchirantes, un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille. Donc, on a évidemment tous l'émotion qui nous gagne, on voit un papa qui dit adieu à sa fille, est-ce qu'il la reverra? C'est vraiment terrible, les enfants qui souffrent de ces guerres. Bien. Il y a juste un petit problème. La scène ne se passe pas le 24 février, mais 3 jours plus tôt, le 21. Alors là, on a un problème, parce que Poutine n'a encore rien fait. L'armée russe est toujours de l'autre côté. Donc, que fait ce papa? Pourquoi il dit adieu à sa fille? Les images sont réelles, elles ne viennent pas d'un autre pays. C'est juste 3 jours plus tôt. Que fait ce papa? En fait, il dit adieu à sa fille parce que Zelensky bombarde l'est de l'Ukraine. Zelensky bombarde le Donbass. Et donc, les bombardements en février, peu avant l'opération, se sont intensifiés. Les Russes et d'autres ont dit que d'ailleurs, ils sont intervenus parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait un plan pour aller exterminer tous les gens, les chasser carrément du Donbass, à vérifier. En tout cas, contrairement à ce que dit Métro, il ne défend pas sa fille et sa ville contre Poutine, mais contre Zelensky. Évidemment, quand la vérité éclate sur ces images, vous croyez que Métro rectifie? Bien. La preuve que les bombardements de Kiev faisaient d'épouvantables victimes, vous avez à Donetsk ce qu'on appelle l'allée des anges. Vous avez ici des photos de dizaines, et des centaines en fait, d'enfants tués par les bombardements de Zelensky et avant lui de Porochenko. Voilà. La diabolisation, je vais passer rapidement parce que je m'aperçois que je suis long et je voudrais qu'on puisse beaucoup parler de la Palestine. C'est un classique de la propagande de guerre. Vladimir Poutine est le nouvel Hitler, Milosevic l'était aussi, Kadhafi aussi, tous nos adversaires sont Hitler. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la recette, elle n'a pas démarré avec Saddam Hussein, elle a démarré avec Nasser. Nasser aussi était Hitler. Pour le journal Le Monde en France, quand la France et la Grande-Bretagne, avec Israël, bombardent l'Égypte, parce que l'Égypte dit le canal de Suez, c'est notre territoire, c'est à nous, le colonialiste, vous pouvez rentrer chez vous, on bombarde Nasser. Et Le Monde bombarde aussi les Égyptiens en disant Nasser, c'est le nouvel Hitler, et il reprend les déclarations de Guy Mollet, Premier ministre socialiste de l'époque, et d'un certain François Mitterrand, ministre de Guy Mollet. Nasser égale Hitler. Vous voyez, ce sont des classiques qu'on doit retrouver, et tout ça est étudié, évidemment. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples
qui mérite la discussion sur l'hôpital, sur la maternité. On nous a montré cette femme fuyant la maternité dont ces gens parlent dans leur tract, et elle va accoucher, et le reportage de l'Associated Press nous a dit, voilà, les Russes ont bombardé l'hôpital. Et voilà donc une victime des Russes. Sauf que elle ne raconte pas la même histoire, et vous avez vu la photo de cette maman, mais vous ne l'avez jamais entendue. Alors, moi, je l'ai contactée, j'ai fait une interview par Skype, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, on n'a pas entendu des sifflements, des avions qui viennent et qui lancent des bombes, il y a eu une explosion là dans le sol, il y a un énorme trou à côté de l'hôpital, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de dégâts, les vitres ont pété, donc il y a une femme qui est morte avec des éclats comme ça, mais ce n'est pas un bombardement, c'est, dit selon elle, une mine qui a explosé. Elle a fait toutes les images avec son téléphone, et elle a dit, l'armée ukrainienne se tenait dans le bâtiment à côté de la maternité, l'oncologie, ça c'est un crime de guerre, et donc elle a dit, j'ai protesté auprès du représentant de la société de presse, je lui ai dit, vous avez caché ce que je voulais dire, et il a refusé de me donner la parole et de rectifier. J'ai écrit à mon tour à ce représentant de la société de presse, c'est un reportage qui a fait le tour du monde, évidemment, il a reçu des prix pour ça, j'ai demandé, voilà, votre principal témoin vous dit que vous n'avez pas dit, vous avez déformé ce qu'elle disait, pouvez-vous me donner votre version, très poliment. Évidemment, jamais de réponse. Boutcha, vous savez ce qu'on en a dit, et il n'est pas question ici de minimiser l'horreur, de nier qu'il y a eu des crimes, je pense qu'il y en a eu, mais il est question d'enquêter sur les événements et de placer dans le contexte. Boutcha, en fait, c'est une bataille qui a duré plus d'1 mois, avec les forces russes, c'est au nord de Kiev, hein, c'est pas du tout à l'est, c'est au nord de Kiev. Les Russes ont fait une opération de diversion qui était très mal pensée et réalisée, qui a très mal tourné, et donc ils ont pris le centre de Boutcha, l'armée ukrainienne l'a repris, ça 2-3 fois, donc il y a eu des combats, donc il y a eu des morts là, et ce qu'on nous a dit, voilà, les Russes ont tué 410 personnes qui sont dans un charnier, c'est comme Timișoara, enfin non, ça n'a pas dit, parce que ça fait réfléchir, mais on nous faisait le coup de Timișoara, 400 victimes des Russes. Sauf que on voit un certain nombre de cadavres effectivement, et donc nous avons fait une enquête. La question est, ils sont là depuis quand et qui les a tués? Et dans l'enquête, il y a un témoignage qui est très important, c'est le témoignage du maire de Boutcha, qui c'est pas des gens élus, hein, c'est des gens nommés par le gouvernement, donc et lui, il revient dans Boutcha et il dit voilà, l'armée a repris le contrôle du territoire, elle a libéré les envahisseurs russes. En réalité, à Istanbul, il y a eu une négociation, et les Russes, en signe de bonne volonté, ont dit on se retire de toute cette zone-là. Et donc, le maire, avec un large sourire sur sa vidéo Telegram qui dure 1 minute 30, il sourit tout le temps et il dit « Je déclare aujourd'hui que cette victoire joyeuse et grande ». Comment il pourrait avoir un sourire d'1 minute 30 quand la Russe a dit les gens chutent cadavres? Donc, quand sont-ils morts? Et qui les a tués? Il y a probablement plusieurs origines à ces décès, mais l'une se trouve dans la presse ukrainienne officielle. Ici, vous avez le groupe, l'unité Safari, c'est pas moi qui invente ce nom, de la police nationale ukrainienne. Et on vous montre ses forces, et on nous dit les forces spéciales ont entamé une opération de nettoyage dans la ville de Boutcha, qui a été libérée par les forces armées ukrainiennes. Je cite, la ville est débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes. La ville est débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes. Ça veut dire, excusez-moi, des cadavres débarrassés. Il n'y a pas d'autre explication. D'ailleurs, dans les photos que nous avons vues, il y a des gens qui portent un brassard blanc au bras. Ça, c'était le signe de reconnaissance, puisque la ville était occupée par l'une ou l'autre armée. C'était un signe de reconnaissance. Je ne suis pas contre les Russes, je suis pacifique, je sors, je vais voir mes parents, je vais faire des courses, des choses comme ça. Et donc, on a des gens comme ça qui sont tués. Et en plus, vous voyez là, les rations alimentaires
qui viennent d'être distribués par l'armée russe. Donc on nous dit que l'armée russe a tué des gens qui lui étaient favorables et à qui elle venait de donner à manger. Parce que c'est très logique. Ce qui est très important pour des gens qui se disent de gauche et qu'il faut écouter les syndicalistes, c'est le silence de nos médias sur les oligarques. Le régime des oligarques qui s'est déchaîné à partir de 2014 et de Maïdan a amené, et Le Monde le disait en 19, une pauvreté massive, un taux de pauvreté qui dépassait les 50% et jusqu'à 100 000 personnes par mois qui émigraient, disait Le Monde à l'époque. Et il y avait tellement peu de travail, parce que les oligarques faisaient de l'import-export et de la spéculation, mais ont liquidé les industries qu'il y avait en Ukraine. Il y avait tellement peu de travail que des firmes sont nées qui ont fait le commerce des bébés, tenez-vous bien. Et donc vous avez ici la firme Biotexcom qui, sur son site, présente des bébés à vendre pour des couples européens en mal d'enfants. Et donc vous avez les prix. Si vous prenez un bébé sans vouloir décider le sexe, 40 000 €. Si vous voulez 2 tentatives pour choisir le sexe, 50 000 €. Et si vous voulez plusieurs tentatives et être sûr du sexe de votre enfant, 65 000 €. Alors Charles Michel qui nous disait, et Ursula, on se bat en Ukraine pour les droits d'homme, c'est en tout cas pas le droit de la femme. Ce qui est important, c'est cette déclaration du président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, donc un partisan de Macron, le deuxième jour de la guerre, le 25, il dit à Europe 1, on va avoir une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Une immigration de grande qualité dont on tirera profit. Profitons de ces immigrés. Alors vous allez me dire, un peu grossier, est-ce qu'ils l'ont fait vraiment? Oui, ils l'ont fait vraiment. Vous avez ici, dans ce bâtiment qui est à Schuman, à Bruxelles, il y a un œuf blanc derrière des échafaudages. Là, c'est le dernier des grands bâtiments très discutables de l'Union européenne. C'est le bâtiment du Conseil européen. Et donc Charles Michel, il devrait savoir qu'en réalité, ce bâtiment qui a été construit là a été construit par des travailleurs au noir, sans papier, en sous-traitance. Un journal néerlandophone ici de Belgique a interviewé cette famille qui vit dans un taudis. Et là, bon, pas de contrat, salaire payé avec retard ou pas. Si vous avez un accident de maladie, c'est pour votre pomme. Et donc, c'est ça, les immigrés intéressants pour... Et donc, c'est hallucinant de voir des syndicalistes en France qui soutiennent un régime d'oligarques qui va faire quoi? Qui va produire des millions de réfugiés qui vont venir travailler en France, en Belgique, en Suisse, et il y en a déjà plein, dans la restauration, dans les bergers, dans le bâtiment, et pour le patronat, en Allemagne aussi, le patronat l'avait demandé à Merkel, pour le patronat c'est très intéressant, c'est des gens qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de papier, qui vont faire baisser les salaires, baisser les conditions de travail, voilà. Cette chose-là, quand on parle des intérêts, il faut savoir que Larry Fink, ici, le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement mondial, déjeune une fois par an avec Macron. Là, il lui a présenté ses revendications pour les retraites. Il faut privatiser la Sécu parce que nous, on investit avec l'argent des retraités. C'est un montant énorme, donc il nous le faut. Et il faut savoir que BlackRock et son collègue Vanguard, ils sont très liés, sont des fonds d'investissement qui ont des majorités de contrôle, des participations de contrôle dans toutes les entreprises du CAC 40, dans toutes les entreprises de Wall Street, en Allemagne aussi, et qui placent leurs gens. Ici, j'ai montré 4 cadres supérieurs de BlackRock qui sont à la Maison Blanche ou autour. Il y a la même chose en Allemagne avec Mercel et en France. Voilà. Je vais abréger, je voulais parler aussi de l'OTAN, je voulais parler aussi du système de l'info, du rôle de BlackRock qui est présent dans tous les grands médias US et dans Google, Facebook, Amazon. Ils sont les investisseurs, BlackRock et Vanguard détiennent entre 10 et 15% de tous les GAFAM. Ça veut dire que quand vous êtes informé par les médias mainstream, c'est BlackRock
qui, par ailleurs, est un investisseur important en Ukraine et travaille avec Zelensky. Et quand vous vous dites, je vais aller regarder sur Internet parce que je me méfie des mainstream et je vais aller chercher un peu Colomb ou Le Grand Soir ou Grayson, etc., et vous vous étonnez que, tiens, on ne trouve pas, ou alors en page 29 où personne ne va, eh bien, BlackRock et Vanguard, qui profitent de la guerre, qui contrôlent les médias, qui sont à l'Élysée, à la Maison-Blanche, sont aussi en position dominante dans les GAFAM, où l'Atlantic Council, qui est le think tank de l'OTAN, a carrément un contrat avec Facebook pour dire quels sont les gens qu'il faut virer. Vous voyez avec ça l'importance de ce que Philippe vous a dit. On a besoin de vous pour survivre, parce qu'on est censuré des médias en Belgique depuis 2011, en Suisse, par Jean-Philippe Trapp, il y a très longtemps, je n'ai jamais été, peut-être une possibilité, on verra. En France, à part l'État-DI 2014, c'est fini. Donc on est censuré dans les médias mainstream. Il faut évidemment se battre pour essayer d'y passer quand même. Mais il faut surtout construire une info indépendante, une info qui n'est pas guidée par l'argent, qui n'est pas contrôlée par BlackRock et Vanguard. Voilà. Je m'aperçois que je suis un peu long. Est-ce que c'est sûr? Non, je suis toujours un peu trop long. Or, j'ai encore une mission, je vais vous parler de la Palestine, et là aussi, il y a des choses intéressantes. Ça va, vous tenez le coup? Bien. On a donc récidivé, même format, même présentation, même collectif Test Média International. Là, on a 2 personnes à temps partiel retraitées qui sont à temps plein donc, pour faire le travail de recherche, parce que quand vous dites que les médias ne disent pas la vérité, vous ne pouvez pas lancer un truc approximatif. Vous devez tout vérifier, vous devez tout examiner, vous devez construire un réseau pour vérifier, il faut tout préparer, et donc c'est un énorme travail. Et donc on a fait dans ce livre d'abord un rappel de l'histoire, deuxième grand principe de la propagande de guerre, cacher l'histoire. Tout n'a pas commencé le 7 octobre, bien sûr. Israël a un long historique de massacres de civils, et donc, pour les jeunes, pour les gens nouveaux qui découvrent, on a expliqué la Nakba, le grand tabou des médias mainstream. Les 7 octobre, un massacre, c'est épouvantable. Mais comment ça a commencé? Ça se passe dans des villes où habitait qui avant? Et en réalité, ceux qui ont un peu étudié la question savent que la Nakba, ici c'est la photo de Sabra et Shatila, le massacre, 3000 morts sous les ordres d'Israël au Liban, dans les camps de réfugiés, Sabra et Shatila. Mais la Nakba, c'est 400 villages détruits et remplacés par des villes ou par des kibbutz. C'est le fameux kibbutz qu'on nous présente comme le potager d'épices et de l'homme. Ils ont été installés par la force en chassant les habitants et en détruisant leurs maisons pour construire quelque chose de nouveau et en étant juste à côté des bases militaires et sous la garde des bases militaires. Et la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens chassés de leurs maisons, de leurs terres, et qui vivent une vie de réfugiés depuis des dizaines d'années. Imaginez-vous un peu que vous serez dans cette situation-là. Ça, c'est le grand tabou de nos médias qui veulent nous focaliser sur « on n'a pas le droit d'attaquer les Israéliens comme ils l'ont fait ». Eh bien, si, on a le droit. Et je vais le dire très clairement. En fait, une occupation militaire illégale, une colonisation, la charte de l'ONU et le droit international dit que vous avez le droit de vous opposer par tous les moyens, et on dit explicitement aussi par la force. Alors, on dit parfois, oui, mais ils devraient négocier, ils devraient faire des manifs, ils devraient faire de la diplomatie. Ils ont fait tout ça. Okay? Ils ont marché, on leur a tiré dessus. Ils ont négocié, on n'a jamais respecté ce qu'on avait négocié avec eux. Et donc, l'Occident est responsable du 7 octobre. L'Occident a nié la Nakba,
à violer le droit international, à protéger un colonialisme. Et maintenant, Macron, Barnier, j'ai fait une petite vidéo clash que j'espère vous pouvez faire diffuser autour de vous pour faire réfléchir les gens. On essaie de faire aussi des choses très courtes pour engager la discussion autour de vous. Barnier a eu le culot, comme Macron, comme eux tous, de déclarer Israël a le droit de se défendre. Non. Un État colonial qui vole la terre, qui pratique le nettoyage ethnique, les massacres et l'apartheid, n'a pas le droit de se défendre. Et jamais il ne sera une démocratie. Il n'a pas le droit, il est le problème, et le problème c'est la complicité de génocide à présent de Macron, de Barnier, des dirigeants des États-Unis, de Grande-Bretagne, de mon pays aussi. C'est carrément une complicité de génocide. Le droit est de notre côté, il ne faut absolument pas l'oublier. La Cour internationale de justice, après une longue attente, l'a reconnu et a même dit que les États qui aident d'une manière ou d'une autre ce risque de génocide en sont complices. Donc c'est Macron qui devrait être au tribunal et puis la suite. Ce que les médias cachent, c'est que l'opération du 7 octobre n'était pas une opération, comme Macron le raconte dans son discours, que nous produisons long et en large dans le bouquin. Ça n'était pas pour tuer un max de gens et on les tue parce qu'ils sont juifs, etc. C'est n'importe quoi. Ce qu'il cache, c'est que les 10 principales bases militaires qui encerclent Gaza depuis des années et qui massacrent. Il y a des manifestations, il y a des snipers qui tirent spécialement dans les genoux des gens, dans la tête des enfants, c'est reconnu, Amnesty, l'ONU, tout le monde le sait, mais ce n'est pas dans nos médias. Et donc ces bases militaires qui font ça, elles ont été attaquées, et je le redis, c'était légitime. C'est une opération que les stratèges israéliens ont qualifiée de brillante, d'imprévue, et qui a été menée de façon magistrale, avec une longue préparation, et ils ont neutralisé ces bases, au point que l'armée israélienne s'est retrouvée dans la panique parce que les systèmes de communication de l'armée ont été détruits tout de suite. Et donc l'armée ne savait plus que faire, où tirer, et on a des pilotes d'hélicoptères et d'avions qui échangeaient entre eux sur WhatsApp, sur quoi on va tirer, etc. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ça explique beaucoup. Et donc on voit... bien entendu, les cartes des mainstream ne montrent jamais qu'il y a les bases militaires, mais nous, dans le livre, on a montré que le festival, en réalité, s'est déroulé pile à côté de la principale base militaire, et sur la route qui menait à une autre. Ça explique beaucoup de choses dans ce qui est arrivé là-bas. Donc voilà, les sites militaires attaqués, et au lieu de ça, nous avons eu... On ne pouvait évidemment pas dire que c'est une opération légitime contre des bases militaires illégales. Il faut, propagande de guerre, diaboliser l'adversaire. Et donc on nous dit, voilà, 40 bébés assassinés dans le kibbutz de Kfar Aza. 40 bébés assassinés. Dans le livre, nous reproduisons les images de BFM TV, de LCI, de Ruquier, à BFM TV, notamment des textes scandaleux qu'on reproduit, où la version Netanyahou est approuvée, recopiée sans problème. Tout le monde sait que Netanyahou ment tout le temps. Chirac l'a dit, Sarkozy l'a dit, Obama l'a dit, tout le monde le sait, il ment tout le temps. Mais là, non, on reprend ça comme, si j'ose dire, parole d'évangile. Et donc, on nous dit 40 bébés décapités. On ne nous dit pas qu'ils ont été éventrés, qu'ils ont été... non, c'est décapités. C'est pas par hasard qu'on a choisi ce terme-là. Et dans ce but-là, dans le but de mettre dans l'inconscient, la résistance palestinienne, c'est Daesh. C'est une chose que Netanyahou a dite en 2014, Hamas et Daesh, Daesh est un Hamas, piétinant les faits, parce qu'en réalité, en 2007 ou 2008, je crois, Daesh a voulu faire un truc et occuper une mosquée à Gaza, il y a eu des affrontements, et le Hamas a tiré dedans, et il y en a eu 25 de Daesh qui ont été éliminés. Donc, c'est n'importe quoi. Mais, on nous... Je reviendrai sur les bébés décapités dans un instant. Le deuxième thème qui a été lancé,
c'est les viols systématiques de femmes. Bien sûr, dans une guerre, il peut toujours arriver, ça arrive souvent, qu'il y ait des violences sexuelles, certainement. Et ça doit être poursuivi et condamné, quel que soit le camp qui les commet. Mais mon co-auteur, Jean-Pierre Boucher, militant actif de BDS France et un des meilleurs connaisseurs de la Palestine en France, il a fait une enquête très détaillée, qui n'est pas rigolo tous les jours, sur les morts, les victimes, les femmes violées. Et il y a des sites en Israël, 2 sites qui documentent ça avec précision, telle personne, telle date, tel endroit, et qui essaient d'apporter des infos. Donc il a vérifié tout ça. Et il a constaté que sur le thème des femmes violées, on avait 19 témoignages, dont 18 venaient d'hommes. Il n'y a pas de femme qui a déposé plainte, 18 hommes, et des hommes qui disent j'ai vu ou j'ai parlé à quelqu'un qui a vu. Mais quand il a analysé ces témoignages, il a constaté que les témoignages, ils évoluaient beaucoup. Au fur et à mesure que ces hommes étaient interviewés par des médias différents, il y avait plus de femmes violées, il y avait plus de détails atroces et des choses très spectaculaires. Mais il a aussi constaté qu'il n'avait aucune preuve, pas d'image, que quand 2 personnes parlaient du même fait, il y avait 2 versions différentes, et qu'en fait, il y avait des choses qui étaient complètement invraisemblables. On parlait de 3 femmes violées à tel endroit. Selon les rapports officiels des Israéliens, il y a 1 femme, il n'y a pas 3 qui sont mortes à tel endroit, etc. Donc des récits, en fait. Et la preuve a été faite aussi que des médias occidentaux, dont le très fameux New York Times, ont rajouté beaucoup de détails et de... plus que des détails, ont rajouté... en ont rajouté. Ici, on a l'exemple d'une femme, Yala Bouche, qui effectivement a été tuée dans sa voiture par une grenade lancée par des résistants. Oui, ça c'est certain. Mais il y a eu tout un récit comme quoi elle était à côté de la voiture, qu'elle était à moitié déshabillée, que donc elle avait été violée, etc. Et le New York Times a publié un récit, Screams Without Words, très très bouleversant et touchant, sauf que complètement fou. Et donc, la sœur de cette femme et le frère du mari ont tous dit « Je ne comprends pas comment le New York Times a raconté ces choses-là et c'est complètement fou. » Et il y a toute une série d'autres exemples. Donc, notre enquête dit qu'il y a probablement un cas de viol qui s'est produit de quelqu'un isolé qui est resté plus longtemps sur place et qui effectivement a probablement fait ce viol, et que tout le reste est faux. Et en tout cas, contrairement à ce que disait Libé, un énorme titre en rouge, le viol comme stratégie de guerre, c'est totalement fake news. Un autre point que Macron et beaucoup d'autres ont dit, c'est leur but était de tuer un max de gens, et on a bien dû constater qu'ils ne les tuaient pas tous, puisqu'ils avaient des otages, mais alors on a présenté ça comme une chose monstrueuse de faire des otages parmi des soldats, parce qu'on avait une femme soldate là dans la camionnette, et d'autres parmi des civils, une jeune fille qui est très effrayée, une vieille dame qui l'est moins, et un autre qui est ramené à Gaza. Et donc, on nous a dit c'est scandaleux de faire des otages. Alors, si vous regardez le droit international, oui, ce n'est pas permis. Faire des civils, prendre des civils en otage, ce n'est pas permis. Le problème est pourquoi ils voulaient des otages. Qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? Un échange, tout simplement. En réalité, des statistiques qui sont très connues de Amnesty, de l'ONU, de l'Organisation de protection des prisonniers, etc., mais jamais dans les médias, des statistiques montrent qu'il y avait à ce moment-là plus de 8000 prisonniers dans les prisons palestiniennes, mais moi j'appelle ça des otages aussi. Si vous employez le mot otage, vous devez l'employer dans les 2 cas. 8000 prisonniers qui sont des prisonniers politiques, des gens qui sont parfois pendant 10-15 ans sans procès, sans jugement, des femmes, des enfants,
évidemment interdit de mettre des enfants en prison, Israël le fait, maltraités sexuellement, violés, souvent, c'est reconnu dans tous les rapports internationaux. Mais ça, on ne l'a pas dit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si les médias avaient fait leur travail correctement sur la Nakba, sur les massacres permanents à Gaza et sur les otages, il n'y aurait pas eu de 7 octobre. Parce que l'échange aurait déjà été fait. Il y a déjà eu des échanges dans le passé. Israël a été forcé de lâcher beaucoup de prisonniers contre des soldats capturés. Mais comment les médias nous parlent de ça? Quand ils parlent des otages israéliens, vous avez la photo, une photo très touchante, vous avez son nom, vous avez ses proches qui témoignent. Donc c'est une personne pour qui on a de la compassion. Ce sont les trucs du journalisme. Si vous voulez éveiller la compassion, vous ne mettez pas une personne prisonnière, vous ne mettez pas 2000, vous mettez un nom, un visage, et vous racontez quelque chose de touchant sur cette personne. Donc ça, ils le font pour les otages israéliens. Et nous avons montré dans le bouquin que quand ils parlent des prisonniers palestiniens, ce qui est très rare, on vous montre soit une photo de bâtiment détruit, soit une photo de... Et on ne les montre pas. Alors que ces photos, et elles sont dans le bouquin, vous avez des manifestations très touchantes, des gens qui manifestent avec leurs femmes, leurs enfants, en portrait, pour montrer, etc. Donc, voilà sur les otages. Il y a eu beaucoup de civils tués autour du festival et ça pose question. J'ai dit, les médias occultent le fait que le festival était juste à côté de la principale base militaire de Gaza et que, en fait, ce que les Israéliens ont reconnu aussi, les combattants qui sont arrivés là à 6h30 et qui ont franchi en 30 points différents la muraille et le mur de barbelés, ne savaient pas qu'il y avait le festival à cet endroit-là. Le festival a été prolongé, il devait normalement se dérouler à un autre endroit, il n'était pas dans leur plan, parce qu'ils avaient fait beaucoup de répétitions, ils s'étaient bien préparés, et donc ils se sont retrouvés face à plein de gens en voiture, dans leur chemin, alors qu'ils savaient qu'ils allaient être attaqués par les forces israéliennes. Et nous avons mené une enquête, nous n'avons pas la réponse, évidemment il n'y a pas d'enquête internationale, on n'entend pas les deux parties, mais il faudra. Et je signale que Sinwar, qui vient d'être assassiné, avait déclaré qu'il était prêt à répondre aux convocations de la Haye et à examiner si les Palestiniens avaient commis des crimes, tandis que Israël refuse l'enquête internationale, bien entendu. Voilà. Un point très important dans les victimes, c'est la doctrine Hannibal. Si vous vous souvenez, on nous a montré dans les kibbutz des maisons complètement détruites avec des trous d'1 mètre incendiés, vraiment des ruines. Et donc, on nous a aussi montré des autos complètement carbonisées, le toit pulvérisé, des autos, vraiment des carcasses, quoi. Mais sur les images vidéo qui ont été diffusées par le Hamas lui-même, je rappelle qu'il n'y avait pas que le Hamas dans les milices, il y avait aussi les milices FPLP et autres marxistes laïques, et en fait toutes les forces armées combattantes, moins nombreuses que le Hamas, c'est le Hamas qui était à l'initiative, mais toutes ont participé et toutes continuent à soutenir. Donc quand on nous dit le 7 octobre, c'est les islamistes, c'est le terrorisme musulman, et blablabla, c'est faux. De toute façon, tous les résistants palestiniens, Arafat, FPLP, tout le monde a toujours été traité de terroriste et par Israël et par l'Occident, bien entendu plus ou moins. Je disais donc, on a vu ces maisons totalement détruites, on a vu ces autos complètement calcinées, mais on a vu aussi les images des combattants qui franchissent le mur, c'est soit à pied, soit sur des motos, soit avec des parapentes qui passent au-dessus. Bien. On voit les armes qu'ils ont. C'est des mitraillettes. Est-ce que vous faites un trou d'1 mètre dans une maison en béton avec une mitraillette? Est-ce que vous carbonisez et pulvérisez le toit et la carrosserie d'une voiture avec une mitraillette? Alors, ce qui est hallucinant, c'est que tout petit média, rien du tout,
quand elles voient ces images-là, sont capables de dire « ça colle pas ». Il y a autre chose qui s'est passé ce jour-là. Mais Le Monde, Libération, TF1, France 2, les équivalents un peu partout, si je ne sais pas, vous allez me dire, n'ont pas été capables de poser cette question, n'ont pas été capables de réagir devant ce bâtiment. C'est un bâtiment complètement démoli. Et donc, la réalité, c'est que nous avons fait une enquête détaillée. Peut-être bien jusqu'à 100 Israéliens ont été tués par leur propre armée. Ça s'appelle la doctrine Hannibal. Ça a été élaboré par 3 généraux, par 3 hauts officiers supérieurs israéliens. Dans les années 80, ils ont dit, quand on nous prend en otage un soldat israélien, il faut évidemment essayer de le libérer, mais si ce n'est pas possible, il ne faut pas laisser partir, il faut tirer dans le tas, il faut tuer le soldat otage et les preneurs d'otages. Tuer tout le monde, comme ça, on n'a plus de problème d'échange. C'est une doctrine. Il y a eu quelques officiers israéliens qui s'y sont opposés, donc c'est comme ça qu'on en a entendu parler, qu'on a refusé de l'appliquer. Et on a une confirmation que le 7 octobre, ça a été appliqué non seulement envers des soldats, mais surtout envers des civils dans le kibbutz. Parce que, ici, vous avez Yasmine Porat. Elle était au festival, elle s'est sauvée avec son mari, et ils sont allés se réfugier dans un kibbutz tout proche, dans une maison. Et ils ont été pris en otage quand le kibbutz a été attaqué, et elle a témoigné devant la radio israélienne. J'avais déjà pris, en novembre-décembre, j'avais déjà pris son témoignage, mais ici on a vraiment donné tous les éléments. Elle est interviewée par la radio officielle israélienne et le journaliste lui dit tous les autres gens dans cette maison du kibbutz sont morts, y compris ton mari, est-ce que les terroristes les ont tués? Non, ce pas les terroristes. Il y a eu un échange de tirs et puis il y a eu des obus et c'est à ce moment-là que mon mari et les autres ont été tués. Et une autre personne qui est survivante, qui est elle dans la maison, confirme aussi. Nous avons d'ailleurs ici des images que vous ne pouvez pas voir dans vos médias mainstream, le char. En Israël, on le voit, hein, on le montre. En Israël, on montre ce char qui tire sur, vous voyez la flamme, sur la maison du kibbutz, dont on a vu la complète destruction, et là où voilà. De même pour les véhicules explosés. J'ai parlé des bébés décapités. Nous avons mené une enquête là-dessus aussi, elle n'est pas dans le PowerPoint, mais je vais en dire 2 mots et on va bientôt finir. Les bébés décapités, 40, pas 39, pas 41, 40, le chiffre biblique, au hasard ou pas. 40 bébés décapités dans un kibbutz qui compte combien d'habitants? 700. Donc si on fait un petit calcul, 700 habitants, y compris des enfants, des vieillards. Donc, ça voudrait dire que sur 700 habitants, vous avez 40 femmes qui ont accouché d'un bébé dans l'année. Mathématiquement, c'est pas possible. Quand on nous montre ça, est-ce qu'on nous montre des linceuls? Il y a quelques linceuls qu'on voit à la télévision qui sont des linceuls d'adultes, rien de l'enfant. Aucun élément, aucune preuve, personne n'a pris une photo même un peu floutée, etc. Rien. Qui est la source? Un certain David Ben-Sion, qui se présente là comme officier, qui a vu tous ces bébés décapités. Il fait un témoignage bouleversant sur I24 News, et puis c'est repris par BFM TV. Il fait un témoignage bouleversant. Nous avons fait l'enquête. Qui est David Ben-Sion? C'est un colon israélien, raciste et suprémaciste, qui a déclaré qu'il fallait exterminer tel et tel village, et ça s'est fait, et qui a accompagné tous les pires extrémistes, et qui, sur tous les réseaux sociaux, se réjouit chaque fois qu'on tue une famille civile palestinienne, donc pas fiable. Il y a la question sur est-ce que le média qui rapporte ça est fiable?
Le média, c'est I24 News, chaîne de Patrick Drahi, une des premières fortunes en Israël, un grand investisseur et allié de Netanyahou, et qui était à l'époque du 7 octobre propriétaire de BFM TV et d'une série de médias français, etc. Donc sur BFM TV, on recopie tout à fait la version de Netanyahou. Et en fait, nous avons fait l'enquête, nous avons regardé les déclarations des autres officiers sur place, parce que le kibbutz de Kfar Aza, il y a eu vraiment un grand focus, et comme on avait le bébé décapité, d'autres journalistes sont venus. Il n'y a aucun autre journaliste présent dans ce kibbutz qui confirme ce que I24 News a déclaré. Aucun. Plus fort. Ils sont restés là plusieurs jours. Il y a une télé turque qui a interviewé un colonel qui s'appelle Vak devant une maison. Vous savez, ils ont fait des visites guidées. Hein, ils ont montré les kibbutz complètement détruits pour suggérer que les combattants avaient été vraiment très très violents, y compris sur les habitations. Et donc, le fameux lieutenant-colonel Vak, là, qui n'est pas d'une unité combattante, mais d'une unité de secours, il dit, voilà, dans cette maison-là, j'ai vu 8 bébés décapités. Ok, 8 bébés décapités, bien. Et le journaliste turc, il y a plusieurs journalistes, mais le turc, il pose une question, il dit, mais ces dégâts-là sur la maison, ça vient d'où? Et le Vak en question, il hésite, il bafouille, et puis il dit, nos chars ont dû tirer. Ah, nos chars ont dû tirer. Pourquoi? Il y avait des otages, il y avait une négociation. Pourquoi ne pas laisser discuter et trouver une solution? Non, non, nos chars ont dû tirer, il fallait reconquérir. Donc c'est la gaffe. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous allez voir ça dans vos médias qu'un lieutenant-colonel dit c'est nous qui avons tué les Israéliens qui étaient dans cette maison? On a eu un tout petit peu de médias en janvier. Libé a fait un petit truc, le soir en Belgique a fait un truc, sans lendemain, et le récit continue, les atrocités terroristes du Hamas, etc. Et donc la doctrine hannibale, elle est taboue. Or, la doctrine hannibale, c'est un crime de guerre. Ça veut dire qu'une armée qui est censée protéger son peuple le tue. Alors, excuse, Israël, Netanyahou, protecteur des Juifs, c'est un crime de guerre. Donc même si on se place du point de vue des citoyens israéliens civils, il faut poser cette question-là. Donc voilà, pour résumer, on nous dit tout a commencé le 7 octobre. Non, ça a commencé en 1948. Je ne dois pas vous montrer la carte de l'évolution du territoire palestinien. Quand Macron nous dit, et Barnier, Israël a le droit de se défendre, ils ne sont pas en train de se défendre là, ils sont en train d'attaquer tout le temps, ils sont en train de voler tout ce qu'ils peuvent. Et l'opération maintenant, c'est pour récupérer tout Gaza, les chasser, il y a du gaz là, et ils veulent évacuer. C'est même pas pour éliminer le Hamas, parce que quand ils discutent entre eux, ils disent qu'ils savent bien qu'on ne peut pas les éliminer. Et que plus ils vont tuer des dirigeants du Hamas, plus il va y avoir des jeunes qui vont suivre l'exemple de ces Noirs qui vont continuer. Donc ce n'est pas contre le Hamas, c'est pour chasser les Palestiniens et continuer la Nakba et continuer le programme total. Le programme qui était dans le livre, qui est là. Merci beaucoup. Dans le livre Israël, parlons-en, toujours pour échapper aux accusations de complotisme, etc., on leur laisse la parole à eux. Vous avez des citations de Herzl, de Ben-Gurion, de Jabotinsky, de tous les grands présidents, premiers ministres israéliens, travaillistes aussi, les stratèges. Ils disent tous, notre programme, c'est de vider la Palestine. Hein. Ce n'est pas une colonisation comme les Britanniques ou les Belges l'ont fait, ou les Espagnols l'ont fait. On exploite, on soumet par la dictature les populations pour qu'elles travaillent pour vous. C'est une colonisation de peuplement, comme les Français l'ont tenté en Algérie, mais ils ont échoué. Et Israël, c'est ça, c'est vider les Palestiniens. Donc nos grands défenseurs du droit, là, Macron et compagnie, feraient bien d'aller relire David Ben-Gurion, il est ici,
Ben Gurion, il a dit, on va les chasser. On ne peut pas garder les Palestiniens avec nous. Il faut des territoires ethniquement purs. Et donc, en 1948, après la Nakba, il interroge ses généraux, je crois que c'est à Nazareth, et il dit, ils ont donc chassé beaucoup de gens, et Ben Gurion demande à ses généraux, mais pourquoi, il y a encore tant d'Arabes, pourquoi vous ne les avez pas expulsés? Et il répond, vous voyez, un peu plus doucement, il y a des observateurs internationaux, on va le faire, mais petit à petit, plus discrètement. Donc voilà, on a... oui, on a analysé tous ces discours. On peut arrêter le PowerPoint, je vais juste conclure et puis on va passer, si vous le voulez bien, aux questions. Pourquoi c'est important de parler de ce qui s'est passé le 7 octobre? Parce que c'est ça qui justifie encore maintenant le génocide. Les gens autour de nous, ce ne sont pas des monstres. Ils voient bien que ce qu'Israël fait, c'est épouvantable, c'est criminel, et qu'il faut arrêter ça. Et pourquoi il n'y a pas plus de gens dans les manifestations et dans les actions BDS dans ces réunions? Parce que le récit du 7 octobre a réussi à travailler leur conscience et leur inconscient que oui, Netanyahou, c'est pas bien, mais ils sont en train de se venger de l'affaire qui a commencé le 7 octobre. Ils ont été attaqués par des terroristes, donc ils se vengent. Et ils exagèrent, et c'est pas bien, etc., mais il faut comprendre. Et ce n'est pas ça. La véritable histoire, c'est l'histoire d'un colonialisme qui veut vider sa terre et qui, pour ça, terrorise et massacre les populations de toutes les manières. Comment est-ce que Macron et Barnier osent nous dire que une démocratie qui a le droit de se défendre peut tuer des enfants, peut bombarder des hôpitaux, peut massacrer des journalistes, peut massacrer des docteurs et des secouristes? C'est n'importe quoi. En réalité, et ça, c'est quelque chose qui est bien expliqué dans le livre de Saïd Bouamama que nous venons de publier, Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. En réalité, si Macron ment, si Biden et Kamala Harris mentent, si tous nos dirigeants occidentaux mentent, c'est à cause du pétrole, du gaz et de l'importance stratégique du Moyen-Orient. Le pétrole et le gaz, ce n'est pas pour en avoir eux-mêmes, ça met trop longtemps pour arriver aux États-Unis, c'est pour contrôler les approvisionnements de l'Europe, de l'Inde, du Japon, de la Chine. C'est pour ça qu'on veut contrôler le Moyen-Orient. Et il n'y a pas que l'histoire du Hamas, je m'excuse, mais on a fait un coup d'État en Iran, on a fait des guerres d'invasion en Irak, en Libye. Donc, venir présenter le 7 octobre comme un événement tout à fait exceptionnel, c'est un mensonge. En réalité, c'est une partie d'une guerre permanente contre les Arabes et les musulmans pour les empêcher d'utiliser, comme je l'ai dit, le pétrole et le gaz pour leur population. Non, ça doit être contrôlé par l'Occident. Si vous regardez une carte, vous voyez aussi que la Palestine, comme Saïd l'explique vraiment bien dans son livre, c'est vraiment au centre justement de l'Eurasie, ce fameux continent qu'il faut contrôler. Le Moyen-Orient et particulièrement la Palestine, c'est au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, au carrefour aussi de l'ouest et l'est du monde arabo-musulman. Donc c'est aussi un crime géographique. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher. La seule façon de les obliger à lâcher Netanyahou et tout le régime, hein, c'est pas une personne, hein, il a un soutien de l'establishment ou de la rivalité, toute l'élite israélienne le soutient. La seule façon d'obliger les États-Unis, la France et compagnie à lâcher Israël, c'est que le prix pour eux devienne beaucoup plus élevé que ce que ça rapporte. Ça, c'est fondamental. Maintenant, ça leur rapporte énormément. Et on nous fait un cinéma qu'ils essaient de calmer Netanyahou, c'est totalement faux. Si on voulait calmer Netanyahou, il suffirait de dire tu ne reçois plus d'armement, tu négocies.
C'est fini, en 5 minutes, il doit discuter. Donc, en réalité, ce que Netanyahou fait, c'est décider à Washington. Et bien entendu qu'ils veulent éliminer le Hamas, et bien entendu qu'ils veulent éliminer le Hezbollah, mais bien entendu aussi qu'ils veulent éliminer les Palestiniens. Vous imaginez une démocratie au cœur du Moyen-Orient, au cœur du pétrole et du gaz? Quel horrible exemple pour le monde entier. Donc, pour eux, et donc ils vont continuer jusqu'à ce qu'on les arrête. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que tous ceux qui sont ici, dans cette salle, nous avons une responsabilité énorme. C'est à nous d'arrêter le génocide. Et comment? En parlant, en donnant la vérité autour de nous. On vient de lancer l'opération Gaza Vérité. C'est quoi? On invite les gens, et vous aussi, à devenir ce que j'appelle un activiste de l'info. On s'inscrit, on participe à des Zooms par petits groupes, 15-20, et on échange nos expériences. Quand vous discutez sur Israël-Palestine, comment ça se passe? On sait bien que c'est une discussion pas facile, on sait bien que c'est la bonne recette pour avoir des clashs au travail, avec des amis, parfois dans les couples, mais j'ai entendu des cas, et on sait que c'est une discussion hyper difficile. Mais c'est justement fondamental, et c'est ça qu'on fait là. Tout le monde, on s'engage à mener 10 discussions autour de soi, au travail, dans la famille, dans le quartier, dans les assos, sur les réseaux, 10 discussions, et de raconter brièvement comment ça s'est passé, est-ce qu'on a bien réussi à convaincre, est-ce qu'on a échoué, et on réfléchit pourquoi. On réfléchit à des questions comme est-ce que les gens sont vraiment indifférents, ou est-ce que s'ils refusent de discuter, c'est pour d'autres raisons qu'il faut réfléchir, et surtout comment on discute. Et donc éviter de asséner tout de suite sa vérité, provoquer une réaction, et puis chacun s'en va. Non, il faut écouter l'autre, il faut le faire parler, il faut comprendre comment il raisonne, il faut partir avec lui à la recherche des faits, etc. Donc on propose les connaissances nécessaires pour discuter, mais surtout la méthode. Et je pense que si nous pouvons arriver à ça, et que chaque personne ici dans cette salle prend envers soi-même l'engagement, voilà, je vais discuter avec 10 personnes, pas des gens avec qui la discussion est facile, dans des gens soit opposés, mais ouverts à discuter, soit des gens qui hésitent, qui ne vont pas créer dans la confusion. Le but, c'est de faire voir clair à ces gens, le conflit israélo-palestinien, il n'est pas compliqué, hein. Vous pouvez le résumer en une phrase. Est-ce qu'on accepte le colonialisme, le vol de la terre, l'apartheid, ou est-ce qu'on le combat? Ça, c'est le point central sur lequel il faut arriver à discuter. Pour arriver à discuter, il y a toute une méthode et un cheminement, et ça peut prendre du temps. Donc, je crois que si chaque personne qui est ici, dans cette salle, prend sa responsabilité pour dire, voilà, je vais, moi, apporter ma pierre et essayer de convaincre 10 personnes qui seront dans la prochaine manif, seront dans la prochaine action du comité BDS. Je pense qu'il faut vraiment aller au supermarché ou devant des firmes importantes qui collaborent avec Israël pour développer le boycott, mais dans des manifestations populaires. Si chaque personne est capable d'apporter 10 personnes dans le combat et en tout cas dans le débat sur ceci, à ce moment-là, je crois qu'on aura vraiment accompli notre devoir, et pas seulement envers les Palestiniens, mais aussi envers nos enfants et envers quel monde on va leur léguer. Est-ce que ça va être un monde de guerre, de violence, de haine, d'attentats terroristes aussi, forcément ça va avec, ou est-ce que ça va être un monde où on va reconnaître que les nations ont le droit de déterminer leur sort, que tout le monde ne doit pas obéir aux États-Unis ou à la France ou à la Grande-Bretagne, et que le monde doit évoluer vers plus de solidarité, plus de coopération. Nous avons des défis énormes avec la pauvreté, avec le climat, avec l'immigration et le racisme. On a des défis énormes. Il est évident que vous ne pouvez pas résoudre ces défis dans un monde en guerre permanente. Vous pouvez seulement les résoudre par la coopération. Si l'homme a survécu depuis l'humanité où les circonstances étaient tellement dangereuses et difficiles, si l'homme a survécu, c'est uniquement par la coopération au sein de la tribu, etc. On protégeait les faibles, on voyait l'intérêt commun. Si l'humanité veut survivre
et si nous voulons léguer à nos enfants un monde vivable et un monde c'est l'amour qui va triompher, ça commence par cette bataille-ci, la bataille pour la vérité, la bataille contre la désinformation qui justifie la guerre. Et là, je crois qu'on a tous notre responsabilité. Je vous remercie. Mais comme il est déjà un peu tard, parce qu'on a été retardé, comme vous le savez, par quelques petits événements annexes, on ne va pas en prendre des tas et vous pourrez toujours discuter derrière, durant les temps après, pour essayer de ne pas finir trop tard. Donc, est-ce que je peux faire une chose? Demander de faire circuler ceci pour que vous inscrivez votre adresse mail en majuscule pour recevoir notre newsletter. C'est très important d'être en contact, de pouvoir diffuser autour de vous les événements. Demain, je parle à Genève, vous avez peut-être des amis là-bas. Je reviendrai, il y a des projets pour faire des ateliers de formation dans la région. Et donc, avec la newsletter, vous êtes au courant, vous pouvez nous soutenir et on en a vraiment besoin. J'incite, mettez votre mail en majuscule, sinon il y aura trop d'erreurs. Voilà. Est-ce que peut-être on prend 3-4 questions ou comment vous préférez? Ouais, 3-4 questions, je pense que okay. ça va bien jouer. Donc là, j'en ai déjà 3. Merci. Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Je pense que l'échelle d'analyse est très importante. Micro. Et je pense que vous devriez faire commencer cette aventure contre laquelle vous luttez au 23 décembre. Un peu plus fort, parce que vous parlez à des vieilles oreilles. Au 23 décembre 1913, qui est le moment où le président Wilson a donné la Federal Reserve à ses commanditaires. C'est ce qui a entraîné la guerre dont nous vivons actuellement l'acte 3. Ce n'est pas du tout une troisième guerre mondiale qui se prépare, c'est l'acte 3. Et c'est très important. Cette lumière-là pourrait être efficace en Ukraine peut-être, mais certainement en Palestine, où ce qui se passe est tout simplement odieux. C'est une proposition. Je conseille de bien parler dans le micro. Ouais. Oui, je ne sais pas si on m'entend là. Oui, parfait. J'apprécie beaucoup vos recherches, je vous suis depuis pas mal de temps, mais il y a un petit problème quand même. Israël, c'est clair, c'est un usurpateur, et puis il n'a pas le droit d'être là, mais il y est. Et puis c'est pas le premier. L'histoire est jalonnée de choses de genre d'usurpation. Les Américains ont bien usurpé les terres où ils vivent maintenant. Et puis je vois mal comment est-ce qu'on pourrait réparer cet affront qu'on fait aux Palestiniens autrement qu'en reprenant l'histoire. Parce que là, on vient de parler de 1913, mais en 1907, déjà, le Premier ministre anglais Campbell Bannerman a fait un rapport en disant mais on a besoin d'avoir un pied là-bas parce qu'il y a des richesses. Tous ces Arabes, ils ne vont pas nous les laisser. Il faut qu'on ait quelqu'un là-bas. Alors, les Juifs, dans le fond, ça a été des gens manipulés, parce qu'on les a mis là, on leur a favorisé le foyer juif dont Herzl parlait déjà bien avant, mais on a choisi cet endroit-là, on avait de bons arguments, ils étaient là il y a 2000 ans, et c'est surtout parce que les Anglais, ils voyaient un moyen de conserver le pouvoir là-bas. Alors, je trouve que ça vaudrait la peine qu'on voit aussi un peu passer plus loin. Oui, vous avez raison de dire que le projet il remonte à longtemps. Pour ceux qui veulent encore faire croire qu'on a offert la Palestine à des immigrants juifs pour les consoler d'Hitler, alors qu'en réalité, le projet colonial avait été formé par Herzl en 1895-96. Et le livre de Saïd Bouamama montre avec des documents, j'en ai découvert moi-même quelques-uns que je ne connaissais pas, qu'effectivement c'est un vieux projet impérial et colonial et qu'avant que une partie de la communauté juive, parce que je n'étais pas d'accord, une partie de la communauté juive formule ce projet, on leur avait déjà formulé à leur place
à Londres. Mais bon, il faut connaître le passé pour pouvoir l'expliquer autour de soi. Et surtout, ce bouquin-là, il est très important parce que on entend souvent c'est Israël qui dirige le monde et qui dirige les États-Unis. Non. On nous dit oui, le lobby, il est partout, il pèse. Oui, partout, il paye, mais c'est pas le petit chien qui commande au maître, c'est pas une petite économie de rien du tout qui commande à la grosse économie qui domine le monde. Et donc Israël est un instrument des États-Unis, et de la Grande-Bretagne et des Alliés, mais surtout des États-Unis. Donc, on doit être capable de montrer aux gens que Netanyahou ne va s'arrêter que si nous faisons une telle pression sur les États-Unis et sur l'Europe. Moi, je pense qu'en tant qu'Européens, notre mission, elle est ici. Si l'Europe lâche les États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis vont devoir reconnaître leur déclin et le rapport de force mondiale va changer. Donc, pour moi, c'est ça notre mission, que l'Europe arrête de soutenir les États-Unis en Palestine, en Ukraine, en Afrique, tout ce qu'ils sont en train de préparer en Asie maintenant, là, Sri Lanka, Pakistan, autour de la Chine, etc. Tout ça fait partie d'une vision globale. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment notre responsabilité. Maintenant, la question que vous posez, si j'ai bien entendu, c'est aussi, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible? Et donc, je crois que on vit une époque historique avec une accélération de l'histoire et un basculement des rapports de force. Quand les États-Unis ont ordonné aux Africains, aux Latinos, aux Asiatiques, et maintenant vous allez punir la Russie, on va détruire son économie et vous ne pouvez plus faire de business avec eux, ça s'est retourné totalement contre eux. Le choc a été pour les économies en France, en Allemagne, et ils ont en fait accéléré la réorganisation du monde, le développement des BRICS, et même une série de pays qui ne sont pas ma tasse de thé, même les Saouds, même Erdogan, même tous ces gens-là, sont en train de se dire le rapport de force il change, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, et ils sont en train de réfléchir que c'est plus intéressant commercialement, financièrement, même militairement, d'être de l'autre côté. Donc on a un grand rapport de force. Ce qui traîne, ben, c'est l'Europe. L'Europe est en retard sur la conscience du monde, et il y a une raison à ça. Nous avons organisé le colonialisme pendant 5 siècles. Nous avons organisé la traite des esclaves, nous avons organisé le génocide en Amérique latine, nous avons organisé le pillage, nous avons organisé Israël, nous avons organisé les massacres au Congo, dans les colonies allemandes, dans la France, en Algérie, etc. Donc, ça a développé chez nous aussi, bon, je sais que la Suisse n'était pas directement coloniale, mais c'est pas à vous que je dois vous apprendre qu'elle était peut-être la plus coloniale de toutes, mais sans avoir l'air de se mouiller. Donc, ça a laissé un impact dans les mentalités. J'adore cette phrase que j'aime citer souvent de Régis Debray, qui disait, à propos des intellectuels français et parisiens, ils ont enlevé leur casque, mais en dessous, la tête est restée coloniale. Ça veut dire que nos mentalités restent profondément influencées par... c'est à nous à dire au monde comment ils doivent se comporter, quels sont les dirigeants qu'ils doivent prendre, etc. Exemple encore avec la Palestine, quoi. On prétend leur donner des leçons, alors que c'est aux Européens à apprendre ce que les colonisés ont appris. Je m'excuse, je suis un peu trop long, je vais essayer d'être plus court dans la réponse. La suivante. Il reste encore une question, et s'il y a encore une dernière question, on peut prendre. Dans le micro, s'il vous plaît. Je vous encourage à tous porter des kéfiers pour visibiliser la cause palestinienne par sa culture, notamment par le kéfier. Je vous encourage aussi, on passe de plus en plus à Lausanne, c'est très bien. Vous avez raison. Bonsoir. Je voulais juste tout d'abord remercier M. Michel Colomb pour les mêmes investigations des commissaires en Suisse, et pas pour votre travail de journaliste. Ma question, je voulais savoir, c'est quand on vient avec le Moyen-Orient, est-ce que c'est vrai que le continent pourrait continuer d'être à feu à sang, il y avoir une intervention militaire turque en Israël, et après ça crée d'autres soulèvements turcs, la Syro-Kalina et
peu dans la suite de cette question, parce qu'on a bien sûr parlé de l'Occident, ce qui est tout à fait juste et tout à fait dit est très juste. Ma question, qu'est-ce qui se passe avec les États qui entourent Israël? Parce que, en tout cas, quand on lit les médias, effectivement, on a l'impression quand même que, bon, il y a Gaza, mais en fait, ça ne va jamais s'arrêter, cette histoire-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une réaction, en fait, justement, dans la région pour arrêter ça aussi? Le monde arabe est indigné de voir plusieurs monarchies qui ne font rien, alors que si elles soutenaient les Palestiniens, ce serait vite réglé, et pire, qui aident beaucoup Israël. On vient de publier, c'est Bob Woodward qui a publié, j'ai vu sur mon téléphone cette nuit, des confidences d'une réunion où les États-Unis, je crois que c'était Blinken, se retrouvaient avec les Saouds, les Émirats, l'Égypte et la Jordanie. Et tous les quatre ont fait des déclarations vraiment dégoûtantes disant qu'ils soutenaient Israël pour éliminer le Hamas et donnant des conseils, tous. Donc, ça, c'est une grande responsabilité aussi. Ces monarchies arabes, et il faut mettre le Maroc dans le paquet, sont en train de soutenir le génocide, de se débarrasser non seulement du Hamas mais des Palestiniens. Et en fait, c'est un système économique qui a été construit. On l'avait expliqué dans le livre La stratégie du chaos en 2011 avec Mohamed Hassan. Il y a eu un deal. Les Saouds ont été mis au pouvoir par les Britanniques pour contrôler la région. Et les États-Unis, avec Roosevelt, ont fait un deal aussi en 1945. Tu nous donnes le pétrole, je te donne la protection. Parce que les Saouds étaient détestés. Et donc ça continue. Et Kissinger a organisé ça, de leur donner un rôle essentiel avec les pétrodollars pour réinvestir le pétrole dans l'économie des États-Unis, sauver les États-Unis, sauver l'armement des États-Unis. Donc ces monarchies sont traîtres à leur peuple et il y a beaucoup de colère, au Maroc on le voit aussi. Donc je crois qu'il y a un travail énorme à faire et que dans notre travail d'information, il faut inclure le travail sur le régime de M6 au Maroc qui collabore activement avec Israël, qui justifie tous ces crimes, qui se remplit les poches sur le dos de son peuple, et il faut vraiment qu'il y ait une information à fond là-dessus. Nous, en tant qu'investigation, on aimerait bien aussi publier des livres sur ce genre de régime. Oui, oui, c'est très très important. Et Erdogan, il n'est pas tout blanc, hein, il fait des belles déclarations contre Israël, parce que son peuple est contre, mais le business continue. Dans les coulisses, il continue à faire le business avec Israël, donc c'est assez hypocrite. Merci. Je veux dire, il y a l'axe, il y a des Arabes qui aident quand même le Liban et Gaza, comme le Yémen. J'ai parlé des monarchies arabes. Ah oui, monarchies, c'est bien. À l'époque arabe, on sait quel pays ils sont. C'est bien aussi de dire qu'il y a encore des peuples qui sont qui aident Gaza. Oui, oui, vous avez raison de souligner ça. Il s'est formé au Moyen-Orient un axe de la résistance. C'est-à-dire qu'il y a le Hamas, il ne faut pas oublier les autres forces de résistance dans la Cisjordanie occupée. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de soutien d'ailleurs aussi de la population pour la résistance à Gaza. Le Hezbollah, il ne faut pas l'oublier, a réussi à infliger une défaite historique à Israël en 2006. C'est lui qui a commencé à montrer qu'Israël était vulnérable. Et là maintenant, les coups sont durs, mais clairement, Netanyahou craint la résistance libanaise. Je pense que l'Iran est dans le collimateur. Et c'est la stratégie de Netanyahou d'essayer de provoquer une escalade et d'obliger les États-Unis à intervenir. Donc, c'est une question complexe, mais il est très important de démasquer ça. J'ai fait un petit flash aussi sur les gens qui veulent bombarder l'Iran, et je prépare, mais il y a tellement de boulot, là on a besoin de coups de main aussi, on n'a pas seulement besoin d'argent, on a besoin de coups de main, parce qu'il y a trop de boulot et on n'en sort pas, mais je prépare une petite vidéo sur le fait que les États-Unis ont prévu de bombarder l'Iran depuis 2009 et qu'ils ont dit dans un rapport que je vais public, mais que je vais exposer,
leave it to Bibi, ça veut dire il ne faut pas que nous on bombarde l'Iran, il faut que ce soit Israël, mais bien sûr il faut que ça ait été présenté comme une provocation de l'Iran et nous on se défend. Donc tout ça a été écrit noir sur blanc depuis 2009. Voilà le genre de choses qu'il faut pouvoir exposer en texte, en vidéo. C'est un appel à tous ceux qui veulent nous donner un coup de main aussi. Et on va le faire. Oui. Merci. Merci déjà à Michel Collomb. Je pense qu'on peut à nouveau l'applaudir. Chers amis et camarades, cette conférence touche à sa fin. Je vais vous prendre encore quelques minutes de votre attention très rapidement. Simplement pour présenter le POP, donc le Parti ouvrier et populaire, dont je suis vice-président, qui a organisé avec Investigation, avec notre jeunesse et Jeunes Pop cette soirée. Donc on est un parti politique vaudois, enfin on est la section vaudoise, mais on est présent dans plusieurs cantons de Suisse et on est mobilisé évidemment sur toutes les luttes sociales, mais aussi sur les questions anti-impérialistes. C'est pas un hasard qu'on invite Michel Collomb. Vous voyez au fond une banderole Suisse Othon, mon rapprochement. On a été à l'initiative, on a été d'ailleurs le seul parti politique avec, qui a fait une manifestation contre le rapprochement entre la Suisse et l'Othon pour pas qu'on nous embarque nous aussi dans cette folie guerrière américaine. Bravo. On a écouté toutes les manifestations pour le peuple palestinien, mais on en fait aussi avec l'association Suisse Cuba, avec tous les peuples en lutte, et on continuera à le faire. On n'a pas attendu longtemps pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Le communiqué que nous avons fait est parti le 8 octobre. Donc c'est aussi pour ça que dans les médias, vous n'entendez pas tout le temps parler de nous. Mais on existe, on est présent, on a des conseillers communaux dans tout un tas de communes, on a des sections dans plein de districts vaudois. Donc le combat, il se mène évidemment sur l'information, il se mène aussi sur les champs politiques. C'est pour ça qu'on incite tout le monde à se mobiliser, à s'engager pour défendre aussi les peuples en lutte, mais aussi pour nous défendre, nous, peuple suisse, face au capitalisme, face à ces augmentations permanentes de primes maladie, face aux salaires qui n'augmentent pas, etc., etc. C'est pour ça que je me permets de vous faire la pub pour 2 événements que nous organisons bientôt. Vous trouverez plus d'infos à notre stand derrière. On a créé le comité de lutte pour l'automaticité des prestations sociales, le CLAP, pour lutter pour exiger du Conseil d'État vaudois qu'il donne automatiquement à tous les ayants droit leurs subsides, leurs aides pour payer leurs assurances maladie dès 2025, puisque c'est un droit et non une aumône qu'on réclame. Ça, c'est la première des choses. Une assemblée de mobilisation aura lieu lundi à 18h30 à la Maison du Peuple, salle Jean Jaurès. Et le deuxième événement qu'on organise récemment, enfin bientôt, c'est une projection du documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires, qui se fera aussi à la Maison du Peuple en salle Jean Jaurès, mais cette fois le mardi prochain, où on aura ensuite une table ronde sur les luttes de libération nationale avec l'association Suisse Cuba, le collectif Urgence Palestine, le Front Polisario pour le Sahara occidental et plusieurs militants du POP qui raconteront leurs expériences dans la lutte anti-impérialiste. Donc la projection se fera à 18h30 à la Maison du Peuple, c'est à Jean Jaurès, le 5 du 11. Je vous encourage vraiment vivement à aller là-bas au fond, sur le stand d'investigation. Ils ont besoin, si vous voulez, une info de qualité et des livres aussi bons qui démontent et qui décodent toute cette propagande médiatique. Il faut les aider. Alors, vous avez des newsletters, vous avez des abonnements, des soutiens. La même chose pour la presse du POP, Voix Populaire, un journal d'opposition. On a les abonnements qui sont exceptionnellement à 25 francs. Vous trouverez aussi tout notre matériel militant ainsi que des brochures sur les prochaines votations qui auront lieu en fin novembre et où il faut dire 4 fois non pour des projets antipopulaires sur le droit de logement. Voilà. Vous connaissez la suite. Donc, merci à Investigation, merci à vous tous pour votre présence.